Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que la finance décentralisée? Vous êtes très nombreux à poser des questions sur la finance décentralisée, cette fameuse DeFi. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en commentaire, comment ça marche? Est-ce que c'est rentable? Est-ce que c'est vraiment utile? Comment est-ce que certains gagnent 5, 10 ou 20% d'intérêt par jour? J'ai bien dit par jour. Est-ce que c'est sans risque? Est-ce qu'il y en a qui abusent de ce système? Est-ce que ça a vraiment de l'avenir? Qu'est-ce qu'une pool de liquidité? Qu'est-ce qu'un échange décentralisé? Bref, les questions sont multiples. Les réponses sont parfois barbares car on répond à un mot et on explique un mot compliqué avec d'autres mots compliqués, alors que le concept derrière peut être assez souvent simplifié et vulgarisé. C'est ce que je vais essayer de faire dans la première partie de cette vidéo. Je vais vous parler de la finance décentralisée très rapidement, 2-3 minutes. Le but, c'est pas de rentrer en profondeur car on pourrait vraiment en parler des heures et des heures. J'ai déjà approfondi certains concepts. Là, on va rester vraiment en surface. À quoi ça sert? Comment ça marche? Pour pouvoir très rapidement zoomer sur le farming, ce truc dont on parle énormément en ce moment, le token sushi, le token Yam, le saké et le token pizza, on a vu de tout, et ces fameux tokens où des gens vous disent faire des x5, x10 en quelques jours et gagner des intérêts à la limite de l'entendement. Mon objectif n'est pas de vous dire si c'est bien ou si ça l'est pas. Mon objectif, c'est simplement de vous faire comprendre comment fonctionne ce jeu. Quelles sont ces règles et à quel risque vous vous exposez? Vous y allez ou vous n'y allez pas, c'est votre responsabilité. Ce que je veux éviter, c'est qu'il y ait des abonnés qui rentrent dans certains de ces systèmes-là en espérant faire des gains, qui se prennent une grosse claque, qui perdent tout et qui comprennent seulement après comment ça marchait. Si vous avez compris les règles et que vous avez compris les risques, à vous de décider de les prendre ou non. Et même quand on fait du farming, il y a quelques petits trucs à savoir qui fait qu'on peut prendre moins de risques, voire très peu de risques, et je vais essayer de vous donner ces petites informations dans cette vidéo. La deuxième chose, et ce sera la conclusion de ma vidéo, je n'ai pas envie, ou du moins j'aimerais pouvoir mettre en garde sur le fait que la finance décentralisée, c'est quelque chose de fondamentalement incroyable, qui va pouvoir révolutionner l'une des industries qui n'a presque jamais évolué, c'est-à-dire l'industrie de la finance. Et quand je dis révolutionner, c'est vraiment changer profondément les bases et le fonctionnement de cette industrie, mais qu'il y a du coup forcément, comme c'est un effet de mode, des gens qui viennent sans aucun intérêt pour cette technologie, sans vraie volonté de changer le monde grâce à la finance décentralisée, mais qui utilisent simplement la DeFi comme un buzzword afin de gagner de l'argent sur le très court terme. Un petit peu comme les ICO en 2017. On commence tout de suite par une petite explication très concise de la finance décentralisée. Très simplement, la finance décentralisée, ça va être reprendre des concepts de la finance traditionnelle, les prêts bancaires, les échanges, les emprunts en général, ça va être les assurances, ça va être tout plein de systèmes sur lesquels repose la finance à l'heure actuelle, la bourse par exemple, mais réussir à les apporter au monde de la blockchain et au monde de la décentralisation. C'est-à-dire la bourse, mais sans une banque qui choisit qui échange quoi, comment, à qui et sous quelles conditions. C'est-à-dire les assurances, sans que ce soit un groupe qui choisit qui est remboursé, qui ne l'est pas et sous quelles conditions. Mais toujours garder le côté pair à pair, de particulier à particulier. Et donc, on va remettre la confiance entre les mains d'une blockchain, d'un algorithme automatisé qui va respecter certaines règles transparentes et autonomes, au lieu de remettre cette confiance entre les mains d'une entreprise, d'un personnage, d'une assurance, d'un gouvernement, bref, de façon décentralisée. Ça, c'est le concept de la DeFi, la finance décentralisée. C'est vraiment la gouvernance, donc qui tire les ficelles, qu'on va venir remettre en cause et qu'on va venir faire évoluer avec plus de transparence. Ça, c'est la traduction très simpliste de la finance décentralisée. Maintenant, on peut changer énormément de choses et on peut révolutionner tellement de choses parce que la finance est très large. Et donc, décentraliser la finance, on peut décentraliser énormément de choses. Aujourd'hui, je pense pouvoir dire qu'il y a 5 grosses familles de finances décentralisées. Premièrement, les stablecoins. Un premier exemple, le fait que l'on puisse bloquer sa crypto-monnaie. Vous allez bloquer par exemple 100 € d'Ether ou de Bitcoin dans un contrat. Et ce smart contract autonome, décentralisé, va vous donner 25% de ce montant en dollars. Alors vous allez me dire quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est que si vous avez beaucoup de crypto-monnaies, vous voulez peut-être pas la vendre. Parce que vous croyez peut-être fondamentalement que cette crypto-monnaie va prendre de la valeur
Par contre, aujourd'hui, c'est pas encore évident et facile de vivre sa vie de tous les jours avec des bitcoins ou des Ethers. Vous pouvez avoir besoin d'euros ou de dollars pour payer, je ne sais pas moi, les études de vos enfants par exemple. Eh bien, vous allez pouvoir prêter de la crypto-monnaie dans un contrat. Ce contrat-là va vous donner 4 fois moins que le montant que vous avez prêté, évidemment, pour être sûr que vous allez revenir payer votre dette. Je rappelle que c'est pas une banque, elle ne sait pas où vous habitez, elle ne peut pas venir chercher en cas de non-paiement son dû à domicile. Et donc, le seul moyen d'être sûr que vous allez revenir, c'est de vous donner beaucoup moins que ce que vous avez bloqué. Mais en attendant, ça vous permet d'avoir des dollars, de gérer votre vie de tous les jours et malgré tout de conserver votre crypto-monnaie parce que si le Bitcoin fait x5, vous avez juste à venir rembourser les dollars que vous avez empruntés et vous allez pouvoir récupérer la crypto-monnaie. C'est l'un des exemples de finance décentralisée. Ça va créer une valeur stable adossée à l'euro ou au dollar tout en restant dans la finance décentralisée. Deuxième grande famille et deuxième grande application de la finance décentralisée, les prêts et les emprunts. Parce que du coup, basé sur ce premier concept, quelqu'un peut venir emprunter des dollars. Parce que oui, quand la blockchain va lui donner des dollars, eh bien quand il va venir les rembourser, il va rembourser avec des intérêts. Et donc, il y a des gens qui viennent prêter à la blockchain des fonds. C'est ce qu'on appelle le lending, d'accord? C'est ceux qui vont venir fournir cette liquidité. Et il y a ceux qui vont l'emprunter, le borrowing. Et ce sont les gens qui vont venir emprunter contre des intérêts la crypto-monnaie que d'autres ont prêté à la blockchain. Et c'est toujours la blockchain qui s'assure qu'il y a un ratio de collatéral, comme on appelle, qui fait que ce soit toujours intéressant pour celui qui est emprunté de venir rembourser sa dette avec les intérêts. Ce qui sécurise le prêteur qui lui va prêter de l'argent à la blockchain et récupérer des intérêts en plus. J'ai été un peu plus en détail sur ce concept-là dans la vidéo prêter sa crypto-monnaie contre des intérêts. Elle s'affiche actuellement à l'écran, il y a une petite fiche pour y aller directement. J'explique comment ça marche, j'explique les plateformes centralisées et décentralisées qui vous permettent de prêter ou d'emprunter de la crypto-monnaie. C'est un système de finance qui peut être totalement décentralisé. C'est la deuxième grande famille. La troisième grande famille, c'est les produits dérivés, c'est-à-dire pouvoir trader directement depuis la blockchain, le marché de l'or, le marché de la bourse de Paris, de Tokyo, etc., etc. J'ai fait une vidéo complète pour introduire la finance décentralisée à travers le scope du projet Synthetix Network, la crypto-monnaie SNX. J'explique cette crypto-monnaie qui est très complexe et son concept purement de finance décentralisée. On a bossé des dizaines d'heures avec une équipe complète pour pouvoir expliquer dans une vidéo simple le fonctionnement de cette blockchain. C'est une super illustration du potentiel de la finance décentralisée. Si ça vous intéresse, cette vidéo s'affiche encore une fois à l'écran. Ça va vous permettre, après une bonne vidéo d'une presque 1 heure, de comprendre comment on peut trader directement une action en bourse depuis la blockchain et de façon totalement décentralisé. Donc encore une fois, la finance décentralisée permet de faire des produits dérivés. Et donc depuis votre clé privée, depuis votre ledger par exemple, de faire des transactions et de parier sur Tesla en bourse par exemple. Ça c'est l'une des troisièmes grandes familles de la finance décentralisée. La quatrième et l'une qui commence à peine à se développer selon moi, c'est le monde de l'assurance. On va pouvoir, grâce à la blockchain, assurer certaines choses qui n'étaient pas assurables auparavant. Je vous donne un exemple très simple et je fais un petit clin d'œil à un collègue de la société Unslashed qui font pour moi une application incroyable de la finance décentralisée qui va apporter des solutions à des problèmes qui n'en avaient pas encore jusqu'à présent. L'exemple d'Unslashed est très bon. Imaginons une société dans le monde de la crypto-monnaie qui n'arrive pas à trouver d'assurance. Parce que quand on veut assurer sa voiture, il y a plein d'assurances qui proposent cette solution. Quand on veut assurer sa crypto-monnaie, il n'y a pas d'assurance, ça n'existe pas. Et certaines assurances ne veulent même pas couvrir des stocks de crypto-monnaie parce qu'elles ne comprennent pas. Donc elles ne vont pas vous proposer de contrat d'assurance. Et donc vous allez mettre tout votre budget sur votre sécurité, alors que normalement, comme le ferait une banque, elle va mettre la moitié de son budget sur la sécurité et l'autre moitié sur une assurance en cas de vol. Eh bien, les projets dans le monde de la crypto-monnaie n'ont pas cette option parce qu'il n'y a pas d'assurance. Eh bien, grâce à la finance décentralisée, on peut faire ce que l'on appelle une pool d'assurance. Des gens vont venir prêter de la crypto-monnaie dans cette pool. Tant que tout va bien, le projet va payer, je sais pas moi, 1% d'intérêt par an au prêteur, parce que ce sont les gens qui vont alimenter l'assurance en cas de problème. Et si, et seulement s'il y a un vrai problème, comme un vol,
de crypto-monnaie. À ce moment-là, le contrat va se bloquer. Il va y avoir une enquête pour vérifier que le projet a bien été volé et que c'est pas une arnaque à l'assurance, on va dire. Et à ce moment-là, le projet va pouvoir récupérer, si toutefois il s'est vraiment fait voler et qu'il avait bien respecté toutes les conditions du contrat, il va pouvoir récupérer la crypto-monnaie dans ce contrat pour couvrir les pertes de ses clients lors du vol, par exemple. En attendant, si tout se passe bien, chaque année, les prêteurs de crypto-monnaie reçoivent les intérêts et le projet, lui, dort tranquille parce qu'il sait qu'en cas de problème, il est assuré. Le concept même de l'assurance, mais cette fois-ci, ce n'est pas une entreprise qui gère tout ça, mais bien un smart contract avec des règles transparentes et c'est donc une blockchain qui va gérer qui prête et qui est couvert en cas de sinistre. Je vous mets un petit peu plus de documentation sur mon collègue français et son super projet qui pour moi a beaucoup d'avenir et qui est un bon exemple de la finance décentralisée. Et là, on arrive à la 5e famille de la finance décentralisée. Enfin, je dis 5e, il y en a peut-être d'autres, mais j'ai essayé de faire des grosses catégories. Encore une fois, il n'y a pas de science exacte et je pense que d'ici 2021-2022, il y aura eu encore plein de nouvelles applications de la finance décentralisée, donc c'est à suivre. Je vous rappelle que cette vidéo est faite avec le recul et le spectre de vision que j'ai aujourd'hui, en septembre 2020. Cette 5e famille nous intéresse beaucoup parce que c'est d'elle qu'est issu le farming de finances décentralisées. Et c'est dans ce monde-là qu'on entend des gens qui font des gros bénéfices aujourd'hui. Et Binance s'y met, et Crypto.com aussi, pour revenir au fameux bras de fer dont on parlait la dernière fois. Bref, tout le monde parle de finances décentralisées. Cette 5e famille, c'est les échanges décentralisés, les DEX. En gros, des plateformes d'exchange, un petit peu comme Binance, comme Coinbase, comme Kraken, qui permettent d'échanger de la crypto-monnaie, mais sans qu'il y ait un site internet, sans qu'il y ait une plateforme. Et donc de façon totalement décentralisée, de particulier à particulier. Vous avez des Ethers, j'ai des links, on peut peut-être échanger ensemble en passant par la blockchain, et même pas en passant par un échange de crypto-monnaie. L'un des plus connus, le patron du domaine, j'appelle Uniswap. Et là, on va prendre mon écran pour imager et illustrer un petit peu ce que je vous dis. Bienvenue sur uniswap.org. Ça vous paraît peut-être un petit peu fantaisique, et pour le coup, les couleurs le confirment. Malgré tout, c'est bien l'un des plus gros échangeurs décentralisés de crypto-monnaies au monde. Vous pouvez connecter directement votre Ledger ou MetaMask, hein, la petite expansion que vous voyez là-haut, c'est un wallet de crypto-monnaie ERC20, donc basé sur la blockchain Ether, et ça vous permet d'échanger tout plein de tokens ERC20 contre tout plein d'autres tokens ERC20. Vous allez lancer l'application, hop, là ça va vous connecter automatiquement à votre compte MetaMask, donc là moi je suis connecté à un compte, et là on voit, voilà, j'ai quelques Ethers, hein, on voit un peu toutes les crypto-monnaies que j'ai, tiens j'ai des tokens IDEX, les tokens de l'échange IDEX, j'en ai 500, et je peux choisir, je veux les échanger contre, là, je choisis n'importe quelle autre crypto-monnaie. Hop, le DAI, le stablecoin DAI, dont j'ai pris l'exemple tout à l'heure, où on bloque de la crypto-monnaie contre des DAI. Et là, voilà, ça va me dire 500 IDEX, ça vaut à peu près 33 $, et je peux échanger. D'un premier point, je vais devoir approuver la transaction, c'est-à-dire approuver le fait d'échanger des IDEX contre des DAI, parce que c'est IDEX contre des DAI, ou alors l'autre sens, DAI contre IDEX. Et une fois que j'aurai signé avec ma clé privée la transaction, je vais pouvoir swapper et donc échanger de façon totalement décentralisée, sans passer par aucune plateforme d'échange, même si je vais perdre 1% de frais évidemment, hein, ça c'est tout le temps précisé, je vais pouvoir échanger de la crypto-monnaie sans tiers de confiance, totalement décentralisé. Si j'échange des monnaies beaucoup plus connues, comme par exemple de l'Ether contre du DAI, les frais sont beaucoup moindres, évidemment. Encore une fois, c'est décentralisé, c'est bien, mais faites attention, on comprend beaucoup moins les frais qu'un certain Binance ou qu'un certain Kraken. Et des fois, on veut échanger de la liquidité, des monnaies qui ne sont pas connues du tout, et donc il y a tellement peu de stock sur la plateforme, on va dire sur le smart contract Ether, que du coup, vous allez payer beaucoup de frais. Donc, c'est nouveau, c'est génial, il y a un concept révolutionnaire derrière, mais si vous ne comprenez pas, évitez évidemment. Maintenant que je vous ai parlé de ce fameux échange décentralisé, il faut savoir qu'il y a des plateformes mi-centralisées, mi-décentralisées, comme Binance Dex par exemple. Et sur Binance Dex, vous arrivez sur Binance.org, qui est l'échangeur décentralisé de Binance. Encore une fois, j'ai fait une vidéo, c'est celle-ci, il me semble, voilà, Binance Dex, pour vous expliquer comment ça marche.
C'est mi-décentralisé. Binance tire quand même un peu les ficelles, mais c'est quand même plus décentralisé que Binance.com que l'on connaît. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que maintenant que vous avez compris ce concept-là, je vais pouvoir vous expliquer qu'est-ce qu'une pool de liquidité. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet, le farming et ces fameux 4, 5, 10% d'intérêt par jour que certains arrivent à faire. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que moi, là, quand j'échange de la crypto-monnaie, je m'adresse qu'à la blockchain. D'accord? Et donc, en m'adressant à la blockchain, si je veux des DAI et que je veux lui proposer des Ethers, la blockchain, elle se doit d'avoir des DAI. Si elle les a pas, elle peut pas récupérer mes Ethers, prendre sa petite commission et me donner des DAI. Et donc, il faut d'autres personnes comme vous et moi, ben ouais, c'est décentralisé, qui vont fournir de la liquidité. Et là, on va regarder par paire. En gros, il y a des gens qui doivent venir en mode la paire Ether DAI, donc les gens qui ont du DAI et qui veulent des Ethers, ou l'inverse, les gens qui ont des Ethers et qui veulent du DAI. Eh bien, il nous faut du stock. Sinon, on ne peut pas faire les échanges décentralisés. Et donc, il y a des gens qui vont cliquer sur Pool et qui vont rajouter ce que l'on appelle de la liquidité. Ces gens vont venir en disant, bon ben moi je vais prêter à la blockchain des Ethers et des DAI, va y avoir des échanges toute la journée et à la fin de la journée, je récupère mes Ethers et mes DAI avec les petites commissions. Parce que oui, si ON a pu faire des échanges grâce à moi, un petit peu comme les mineurs de crypto-monnaies qui vont sécuriser les transactions des autres, eh bien à la fin de la journée, si Uniswap a pris des commissions, je récupère une partie des commissions parce que j'ai fourni cette liquidité. Et donc là, on dit, bon ben moi je vais fournir des Ethers par exemple, je vais fournir du DAI, je vais fournir également des Ethers. Du coup, je vais mettre, allez, je fournis 10 DAI, 10 DAI c'est $10, l'équivalent en Ether, et hop, je vais pouvoir prêter à la blockchain. La blockchain va me prendre un petit peu des deux, donc si je veux prêter 10 000 €, il y aura 5 000 en DAI, 5 000 € en Ether. La blockchain, Uniswap, donc, va me rendre un token en échange, qui est un peu la preuve que j'ai prêté, un token du genre DAI Ether SLP2. Je vous dis une bêtise, hein, je vous donne un nom au hasard. C'est juste la preuve que j'ai prêté des DAI et des Ethers. À tout moment, je peux redemander à la blockchain de récupérer ces jetons et de me rendre mes DAI, mes Ethers et une petite commission. Voilà ce que l'on appelle apporter de la liquidité. Maintenant que vous avez compris le concept, vous prêtez à la blockchain de l'argent pour que les gens puissent faire leurs échanges et vous récupérez vos commissions. Bienvenue dans le farming de crypto-monnaie. Et là, ça devient vraiment borderline. Encore une fois, je ne vais pas juger. Je ne vous dis pas si c'est bien ou si c'est mal. Je vous explique comment ça marche. À vous de prendre le risque ou non. Et pour illustrer parfaitement ça, prenons l'un des plus connus. L'un des premiers, ça a été le YAM, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y a également le sushi. Et ça, c'est merveilleux. Après, je vais vous expliquer comment ça a congestionné la blockchain Ether également. Parce que vous le savez, à un moment, on a parlé des frais Ether qui devenaient insupportables. 30 € pour envoyer des Ethers, 60 € pour envoyer tout autre token basé sur Ether. Et pour activer un smart contract, donc un contrat blockchain Ether, fallait payer 150, 300 € d'Ether, voire même 400 sur Synthetix Network par exemple, quand on voulait faire le moindre mouvement. Et ça devenait invivable. Eh bien, c'est en partie à cause de ces gens-là qui faisaient tellement de transactions qu'ils allaient saturer le réseau. Alors là, il y a un mec qui s'est dit, ok, c'est bien beau de prêter de la liquidité à Uniswap, mais on va gagner 1 ou 2% d'intérêt par an, pas très intéressant. On va inventer un concept où nous, on va donner 3 ou 4% d'intérêt par jour. Mais alors là, on se pose une question en mode, mais t'es bien gentil, mais le seul moyen de donner 3 ou 4% d'intérêt par jour aux prêteurs de crypto-monnaie, ce serait que les gens qui échangent la crypto-monnaie acceptent de payer des montants de frais faramineux. C'est le seul moyen de rémunérer de façon excessive ceux qui prêtent. Eh bien, pas du tout. Imaginez maintenant que je crée à la place du sushi, on va dire le ON token. Moi, je vous dis, regardez, vous allez prêter de la liquidité à Uniswap. Uniswap vous donne ce token avec un nom barbare. Regardez, tiens, par exemple, Sushi Ether SLP. Donc, c'est ceux qui ont prêté des sushis et des Ethers pour faire des échanges dans ce sens-là. Et en échange de ce jeton-là, je vais vous donner des intérêts complètement fous. Alors, vous allez me dire, ok, je vois l'idée, moi je viens. Il y a plein de gens qui vont venir, qui vont prêter des Ethers, des Bitcoins, plein de choses. En échange de ça, ils vont avoir des intérêts et les intérêts vont leur être payés en ON token. Mais c'est bien beau, mais ça va générer tellement de ON token, tout le monde va aller le vendre. Parce que le but,
c'est pas de garder du Owen Token. Le but, c'est de mettre 10 000 € et de recevoir 300 € d'intérêt par jour. C'est ça le but de tout le monde. C'est pour ça que tout le monde en parle et tout le monde se jette dessus. Mais donc, si tout le monde vend le Owen Token très rapidement, il vaudra plus rien. Et à ce moment-là, s'il vaut plus rien, plus personne ne prête pour en recevoir. Et à ce moment-là, ton truc, il s'effondre. Eh bien oui, mais non, parce que le système a été encore plus malin que ça. Imaginez que moi je vous dise, ok, je vous donne 3% d'intérêt par jour si vous prêtez des Ethers et du DAI, ou si vous prêtez des Ethers et de l'USDT par exemple. Par contre, si vous prêtez, et c'est là qu'on voit l'exemple, du sushi et des Ethers, d'accord, ou alors pour reprendre mon exemple à moi, de l'Owen et des Ethers, là c'est pas 3% par jour que je vous donne. Là je vous donne 10% par jour. Et regardez d'ailleurs, l'exemple est parfaitement illustré. Attention, si vous prêtez des crypto-monnaies, vous avez des bons intérêts. Par contre, si vous prêtez et donc vous bloquez des sushis directement, donc le token de la plateforme, là, vous allez avoir un bonus de x5. Donc en gros, 5 fois plus d'intérêt que si vous prêtez autre chose. Regardons un peu les rendements. 142% par an si on prête des sushis Ether, 58% par an si on prête de l'USDT et des Ethers, etc., etc. Bref, les intérêts changent, mais c'est le plus souvent, le plus rentable, c'est de prêter des sushis. Et évidemment, il y a différents rendements. Et pour vous donner un ordre d'idée, à l'époque où j'ai essayé, moi j'ai essayé sur ça, SUSD, donc un stablecoin, et des Ethers. J'en ai prêté à Uniswap. Ça m'a donné le jeton que je suis venu bloquer sur cette plateforme pour avoir des gros intérêts. À l'époque, c'était 2000% par an, d'accord? Donc on est presque à x2 tous les 20 jours. J'ai prêté ça à la plateforme. Ça me donnait plein de sushis et j'allais les vendre au compte-gouttes. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Le truc, c'est maintenant, mais alors, qui paye l'addition dans cette histoire? Eh bien, ceux qui payent l'addition et ceux qui payent les intérêts faramineux que vont générer ceux qui prêtent des SUSD, des Ethers, tout plein d'autres cryptos, ce sont ceux qui vont acheter les sushis. En effet, parce que ceux qui vont simplement farmer, donc prêter des Ethers, des SUSD, pour générer des sushis tous les jours, ces gens-là ne font que farmer du sushi. Ils vont prêter à la blockchain leur rend des sushis sous forme d'intérêt et on va vendre les sushis au compte-gouttes pour récupérer ces intérêts. Mais pour pas que le prix du sushi s'effondre, la plateforme SushiSwap dit aux gens, pour gagner encore plus d'intérêt, bloquez vos sushis, n'allez pas les vendre. Et donc il y a des gens qui viennent carrément acheter au marché des sushis pour aller les bloquer. Et à ce moment-là, quand il y a des gens qui viennent vendre leurs intérêts et donc qui viennent vendre leurs sushis, il y a des gens qui les achètent pour générer encore plus d'intérêts. Et là, c'est une course. Premier arrivé, premier servi. Les premiers qui arrivent se goinfrent. Et les tout derniers, c'est-à-dire quand les gens vont arrêter de stacker du sushi pour avoir des intérêts et quand tout le monde va aller vendre, le prix va s'effondrer d'un coup et les tout derniers qui n'auront pas suivi la plateforme pendant 3-4 jours, qui vont revenir en mode « moi j'avais vendu tous mes Ethers ou tous mes Bitcoins contre des sushis pour les prêter à la plateforme », et bien maintenant le sushi, son prix a été divisé par 10. Par exemple, il était à 8 € pièce et aujourd'hui il est à 2 € pièce. Et je suis prêt à parier que soit les rendements que vous voyez ici, pour ceux qui prêtent de la crypto, vont totalement s'effondrer, c'est déjà le cas, divisé par 10 sur une semaine, soit c'est le prix du sushi qui va s'effondrer. Mais quoi qu'il arrive, il doit y avoir une régulation à un moment ou à un autre, puisque les nouveaux entrants doivent payer les nouveaux sortants, ceux qui veulent vendre le jeton pour disparaître. C'est comme ça que ça marche. Mais alors, qui c'est le grand gagnant dans cette histoire? Parce que c'est bien beau qu'il y ait des perdants, des gagnants, mais ça c'est la vie, quoi. Ça a toujours fonctionné pareil. Eh bien, les grands gagnants, c'est ceux qui ont créé la plateforme Sushi. Parce que eux, quand ils ont créé le sushi, ils en ont gardé plein de côté. Et quand le sushi valait 8 €, parce qu'il y a plein de gens qui en achetaient pour avoir des intérêts, puis il y en a qui vendaient, eux, ils en avaient plein de côté, ils ont vendu, ils prennent leur gros chèque, et une fois que la plateforme reste rentable ou non, peu importe, parce que tout s'effondre, eh bien, une fois que sushi est passé, on passe à un autre nom, Pizza Token, et on fait une nouvelle plateforme. Tout le monde se jette dessus parce que c'est au début qu'il y a les meilleurs rendements, d'un coup le truc s'effondre, les derniers à sortir ont perdu de l'argent, mais c'est pas grave, après on en créera un autre. Regardez ça par exemple, le saké, c'est le prochain qui est en train de monter en pression. Même concept, et on le voit bien. Comment échanger? About. Comment échanger? About. Se connecter avec son portefeuille, etc., etc. Et on va vous proposer, oh là là, même concept.
le saké Daiquiri, c'est le Dai contre le saké. Ici, ça peut être le token BOT et le token Ether. Ici, ça va être le token Lend et le token Ether. Même concept, avec des super gros intérêts, 270% par an, 1100% par an. Le meilleur rendement, c'est si on accepte de bloquer le token saké, comme par hasard. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est toujours pareil. Il y a un mécanisme qui fait que ceux qui vont acheter vont financer ceux qui sortent. Ce qu'il ne faut pas faire, ce que je déconseille formellement, c'est pas de ne pas s'intéresser à ces plateformes. C'est comme les ICO en 2017. Il y a un effet d'euphorie. Vous pouvez profiter de l'euphorie pour gagner de l'argent. Par contre, n'arrivez pas en achetant du saké, en achetant du sushi ou en achetant je ne sais quel nom de token idiot. C'est pas ça le but. Si vous les achetez, vous prenez le risque maximal. Si vous voulez prendre le risque en maîtrisant ce que vous faites, prêtez de la crypto-monnaie traditionnelle, donc par exemple SUSD Ether, vous allez sur Uniswap, vous prêtez SUSD Ether, ça vous donne dans votre portefeuille un jeton que vous allez pouvoir bloquer sur cette plateforme et au compte-gouttes, quand vous allez recevoir vos intérêts en sushi, vous les vendez petit à petit. Même s'il y a encore deux problèmes à résoudre. Malgré tout, en faisant ça, vous prenez moins de risques, car si le sushi s'effondre d'une minute à l'autre, bien vous allez récupérer vos Ethers et vos SUSD de la blockchain et c'est vos intérêts qui se sont effondrés et non pas votre investissement. Si vous arrivez en mettant 1000 €, vous les changez en sushi et que dans la nuit le sushi est divisé par 10, vous êtes un gros perdant. Donc déjà, commencez par farmer à la limite ces fameux tokens fantasy, mais surtout ne les achetez pas. Règle numéro 1, conseil numéro 1. Après, si la plateforme vient de commencer, que vous avez un moyen d'en acheter et que vous pensez que ça va faire x10, à vous de prendre ce risque. Moi, je vous conseille, surtout si vous êtes débutant, de rester très loin de tout ça. Si vous commencez à comprendre un petit peu comment ça marche, farmez, mais n'achetez pas le jeton. Et même en farmant, même en bloquant simplement la crypto, il reste deux risques. Le premier est un risque technique. En effet, ce sont des smart contracts. C'est la blockchain, c'est décentralisé, il n'y a pas un mec qui peut se sauver avec la caisse. Mais quand les contrats commencent, il n'y a pas beaucoup d'argent dessus. Ils n'ont pas été audités. Qui vous dit que les développeurs, et même si c'est une blockchain, ils n'ont pas mis ce que l'on appelle une backdoor, donc une petite commande qui leur permet de vider tous les contrats et de récupérer tous les Ethers qui ont été prêtés par les gens. Alors, la bonne réponse à ça, c'est de vous dire que bon, au tout début, quand vous arrivez sur un protocole, il n'y a pas grand-chose. Là, vous voyez, il y a 110 millions de sushis. Un sushi à 2 €, ça veut dire qu'il y a 220 millions de dollars bloqués dans ces contrats. Et je peux vous dire que vous et moi, si on bloque 1000 €, on ne va pas payer des développeurs pour auditer un contrat et pour être sûr qu'il n'y a pas une backdoor. Par contre, quelqu'un qui prête 50 millions de dollars, lui, il a payé des développeurs. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que ceux qui créent la plateforme SushiSwap, pour moi, ce sont des gens qui sont très intelligents. C'est vraiment des génies de la finance. Et ils ont fait un système financier qui fait que les premiers arrivés vont se goinfrer, les derniers arrivés vont payer l'addition et eux, ils vont avoir une grosse commission dessus parce qu'ils vont pouvoir revendre des jetons. Le but, c'est pas de voler les gens. Le but, c'est de leur permettre tout simplement une course. C'est un Hunger Game. Tout le monde rentre dans le Hunger Game. Il y aura des perdants, il y aura des gagnants, mais vous connaissez les règles. Voilà. Je ne pense pas que ce sont des gens qui, de nature, vont mettre des backdoors et vont essayer de voler l'argent des gens dans ces contrats. En attendant, faites attention aux tout nouveaux projets. Un projet comme SushiSwap, il a été totalement audité par des milliers de personnes. Il y a peu de chances qu'il y ait une faille et qu'il y ait un mec qui vide les contrats. En attendant, si demain on vous dit « Ouais, viens sur le Pulp token qui vient de sortir il y a 1 heure », faites attention. Mettez pas toutes vos économies car vous pouvez avoir un problème. On imagine maintenant qu'il y a une plateforme comme ça, qu'il n'y ait pas de backdoor, d'accord, qu'il n'y ait pas de problème technique, qu'il n'y ait pas de faille qui permette à un hacker, parce que ça peut être le créateur qui a mis une backdoor, mais ça peut aussi être un hacker qui trouve une faille et qui vide les contrats. Attention. On imagine qu'on est dans le meilleur des mondes, il n'y a pas de faille. Le smart contract, c'est bien la blockchain, c'est bien sécurisé. Même si vos intérêts, eux, peuvent s'effondrer d'une minute à l'autre, la crypto que vous avez prêtée, d'accord, à Uniswap ou à la plateforme, ne risque rien. On imagine que ça ne risque rien. Eh bien, il reste quand même un dernier risque. Et c'est pour ça qu'on dit que la DeFi, c'est pour les riches. Souvenez-vous, quand le réseau Ether était submergé, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a investi dans les tokens sushi, dans le token YAM, etc., etc., etc. Et du coup, comme tout le monde a investi dedans, les gens ont commencé à avoir des rendements de dingue. Et donc, ils venaient tout le temps récupérer leurs sushis,
donc à chaque fois on fait une transaction sur la blockchain, je vous le rappelle, pour aller les revendre contre des Ethers. Ils allaient reprendre les Ethers pour les remettre en dollars et les remettre dans le contrat. Donc énormément de transactions sortantes et entrantes. Et comme ce sont des transactions de smart contract, c'est pas juste envoyer des Ethers. C'est utiliser des Ethers pour payer les frais pour qu'un smart contract s'active. Le smart contract regarde ce que vous avez prêté, il vous donne des intérêts en échange de tout ça et vous allez les retirer. Ce sont des centaines et des milliers de transactions Ethers. Et vous l'avez bien compris, c'est toujours le jeu du chat et de la souris. C'est le premier, c'est le plus agile, celui qui arrive vite et qui repart vite qui gagne le plus d'argent. Et donc, quand il y a quelqu'un qui dit « Bon, ben moi j'ai besoin de signer ma transaction maintenant pour récupérer mes sushis », eh bien il dit « Soit tu attends 2 minutes, et ta transaction va te coûter 3 €, soit tu veux que ta transaction elle soit faite tout de suite, et là tu vas payer 5 €. Du coup, les gens payent 5 € pour que ce soit fait tout de suite. Mais comme tout le monde paye pour que ce soit fait tout de suite, la blockchain elle dit pour que ce soit fait tout de suite, c'est plus 5 €, c'est 10 € maintenant. Et du coup, les gens, les utilisateurs de la blockchain Ether, eux-mêmes ont été enchérir sur les prix. Et c'est ce qui fait que pour utiliser un simple smart contract, on avait jusqu'à 400 $ de frais Ether. Mais c'est totalement hallucinant. Mais pourtant, c'était rentable pour certains de payer ça. Parce que vous allez peut-être jouer avec vos 1000 ou vos 2000 $. Et donc, payer 300 € de frais Ether, c'était hors de question pour vous. Vous pouviez même plus retirer votre crypto-monnaie, c'est pas rentable. Vous allez me dire, mais pourquoi des gens payent 300 $? Parce qu'il y a des mecs qui ont bloqué 50 millions d'euros d'Ether. Et pour eux, payer 300 $ pour que la transaction soit faite avant toutes celles des autres, c'est rentable. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi c'est fait pour les riches. Simplement parce que même à 2% d'intérêt par jour, si vous mettez 100 € et que vous devez payer 20 € de frais d'entrée et 20 € de frais de sortie, vous allez attendre 20 jours de quoi payer vos frais. Alors que si vous mettez 50 millions d'euros, 20 € de frais d'entrée, 20 € de frais de sortie, c'est rien du tout pour vous. Vous gagnez 2% d'intérêt sur 50 millions tous les jours. Et là, vous commencez à comprendre comment elle marche la musique. Il y a ceux qui créent le système, c'est ceux qui se goinfrent le plus. Et ensuite, il y a les plus rapides et les plus riches. C'est ceux qui vont gagner le plus. Et ceux qui vont payer l'addition, c'est ceux qui vont venir avec des petits montants, ceux qui vont mettre 2-3 jours à comprendre ce qui leur arrive, et ceux qui n'auront même plus les moyens de retirer parce que les contrats sont trop chers. Et là, vous venez de comprendre comment ça fonctionne. Si je vous raconte toutes ces choses-là, c'est pas pour vous dire que le DeFi c'est mauvais. Et en réalité, il y aura peut-être des plateformes de farming qui auront dans 1 an ou dans 6 mois des intérêts très raisonnables, des 2, 3, 5, 10% par an, mais plus des intérêts de fou comme on a connu. Et à ce moment-là, la plateforme permettra réellement de rémunérer les gens qui proposent de la liquidité sur le marché, avec un sushi qui un jour pourrait être utile à d'autres choses. C'est possible. Je pense que le business model, l'utilité n'est pas idiote. Par contre, il faut comprendre les règles. Et il ne faut pas tout vendre pour acheter du sushi parce qu'un collègue vous a dit que ça allait faire x5. Ça ne me dérange pas du tout que mes abonnés décident de rentrer dans cette jungle pour essayer de gagner de l'argent. Par contre, je veux que mes abonnés connaissent les règles. Je veux qu'ils connaissent les risques et que s'ils perdent, ils comprennent pourquoi. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui étaient sur ces plateformes-là, qui rentrent, qui comprennent rien du tout, et ça arrange bien ceux qui ont compris la musique. Parce que, encore une fois, c'est ceux qui viennent de rentrer qui financent ceux qui sortent. Je me devais donc de vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça. Et de la même façon, vous dire que ça ne représente en rien la DeFi, d'accord? C'est comme les ICO en 2017. Oh là là, les ICO, c'est génial, toutes les ICO marchaient en 2017. Même si vous aviez un projet pourri avec une crypto-monnaie qui ne servait à rien, vous alliez faire x10. Donc, j'ai pas de mal à ça, il y a plein de gens qui ont gagné de l'argent. Mais le problème qu'il y a eu, c'est qu'après, quand c'était plus la mode, quand plus personne ne faisait ça, eh bien, il y a des super bons projets avec des vrais fondamentaux, une vraie idée, un vrai projet qui lançaient leur ICO et qui ne récoltaient pas 1 € parce que les ICO c'est fini, c'est plus la mode. Et du coup, on a un super bon outil, les ICO, qui a été traîné dans la boue et qui a été super mal vu simplement parce que c'était plus la période. Eh bien, la finance décentralisée, ça a un potentiel de malade. On est au début de quelque chose d'incroyable et ça m'embêterait vraiment qu'un jour il y ait un problème dans un smart contract de farming sur le sushi ou sur je ne sais quel nom de crypto-monnaie qui va apparaître demain et que du coup pendant 2 ans on veuille plus entendre parler de finance décentralisée parce que les gens compareront la finance décentralisée à tous ces sites de farming et se diront ouais ça c'était avant, c'est passé, c'est fini maintenant. Pas du tout. Je veux vraiment et j'aimerais vraiment que les gens différencient la finance décentralisée, quelque chose de nouveau, de complexe, mais qui peut apporter des solutions incroyables, à un nouveau concept
qui se base sur l'une des 5 familles de la finance décentralisée, qui prétend révolutionner le monde avec des intérêts super rentables et qui du coup propose à des gamblers, à des parieurs, car ce sont ça, les gens qui vont sur ces plateformes, 99,9% d'entre elles ne viennent pas pour la liquidité et pour la magie de la finance décentralisée. Ils viennent juste en mode « Oh là là, c'est compliqué, tout le monde se jette dessus, eh bien moi, mon pari, c'est de courir plus vite que mon collègue. » Ça reprend un adage qui dit « Si vous êtes avec un ami dans la forêt et que vous avez un tigre qui vous court derrière pour vous bouffer, le but, c'est pas de courir plus vite que le tigre. Le but, c'est de courir plus vite que votre collègue. » Eh bien, c'est pareil. Le tigre, c'est la plateforme. Quoi qu'il arrive, il va gagner. La question, c'est est-ce que vous allez gagner ou est-ce que c'est votre collègue qui va gagner? Ça dépendra lequel de vous deux est le plus malin, lequel de vous deux sort en premier. Tout simplement. Je voulais lever un petit peu le voile là-dessus parce qu'il y a des vraies bonnes opportunités. Et moi-même, j'ai été farmé. Une fois que j'ai compris le concept, que j'ai compris comment farmer sans prendre trop de risques et que je savais que j'avais des montants suffisamment importants pour pouvoir être rentable. Mais en attendant, monsieur tout le monde qui veut mettre 500 ou 1000 euros sera rarement rentable dans ce genre de plateforme et il faut être capable de vous le dire. Je clôture cette vidéo par un petit clin d'œil aux géants qui se lancent là-dessus. Alors, j'ai fait une vidéo sur mon Instagram. J'avais une news à donner à la communauté parce que je pensais vraiment qu'il y avait une opportunité et je peux pas tout le temps faire des vidéos en 5 minutes et les mettre sur ma chaîne YouTube. Donc, j'utilise beaucoup IGTV. D'ailleurs, un petit merci parce que sur le Instagram Asher, on est passé de 6000 abonnés à 10 000 en quelques semaines. Sur mon Twitter, je tweete de plus en plus. On est à plus de 30 000 abonnés. C'est Power Asher, mon Twitter. Il s'affiche à l'écran. Il est également dans la description. Merci à vous. YouTube, ça me permet de communiquer les grands messages, mais des fois, quand je veux vous dire un petit truc très rapidement, eh bien, j'utilise les stories sur Instagram, sur YouTube et sur toutes les plateformes, mais je peux pas tout le temps faire des vidéos. Donc, merci à tous ceux qui me suivent et qui me permettent de communiquer de façon beaucoup plus agile qu'attendre une vidéo sur ma chaîne YouTube à chaque fois. Je vous invite donc, et je vous mets le lien en description, d'aller regarder la vidéo qui vous explique ce que Binance est en train de faire. Vous vous souvenez, quand je vous ai parlé des cartes de débit qui permettent de dépenser la crypto, j'ai annoncé qu'il y avait un bras de fer entre Binance et Crypto.com et que ça allait laisser des opportunités. Eh bien, Binance a lancé sa pool de farming, ce qui fait que quand vous bloquez des BNB et des BUSD pour avoir des intérêts sur votre compte Binance, je vous rappelle comment ça marche. Hop, vous allez sur votre compte, hop, vous allez dans Saving et vous allez pouvoir prêter de la crypto-monnaie contre des intérêts, évidemment. C'est sur Binance, du coup c'est solide, c'est sérieux. En plus, Binance ont une assurance en cas de vol. Et en échange, si vous prêtez certains tokens, vous avez des intérêts, c'est très très bien. Regardez, 5,5% par an pour un stablecoin USDT, c'est très bien. Mais si vous prêtez l'un de ces trois-là, ARPA, BUSD ou BNB, eh bien vous allez recevoir des tokens BEL, le token BEL, qui est un petit peu le sushi de Binance. Et ce token BEL, quand il va être listé, il risque d'exploser, etc., etc. Et pourquoi Binance a fait ça? Pour que les gens viennent bloquer des BNB. Pourquoi ils veulent que les gens bloquent du BNB? Parce qu'en bloquant du BNB, vous faites monter le prix du BNB, parce que vous ne le vendez pas. Et regardez le prix du BNB, il en est où là? BNB USDT. 8% aujourd'hui. Il est venu taper les 32 $ dans la journée. Alors qu'il y a quelques jours, lors de l'annonce de ce concept, le token était autour des 25, 22, 24, 25 $. Et c'est ça les opportunités dont je vous parle. Et comme par hasard, après que le BNB est pumpé, Crypto.com, Farming, DeFi, ils lancent également leur concept. Parce que eux aussi, ils se doivent de concurrencer Binance et de proposer DeFi Swap, une plateforme d'échange décentralisée où vous pouvez avoir des gros intérêts si vous bloquez des CRO, la crypto-monnaie de Crypto.com, pendant longtemps. Et donc, quand j'en ai parlé lors de la dernière vidéo, j'ai acheté des BNB, le token s'est évalué, donc il a pris beaucoup de valeur, et en plus de ça, j'ai reçu dans mon solde quelques BEL qui me permettent du coup d'obtenir le jeton de farming de Binance. C'est pour ça que j'ai fait une petite vidéo pour vous dire qu'il y avait une opportunité et en plus sans trop de risques. Parce que mettre du BNB, le BNB, on prend le risque qu'il perde de la valeur, mais bloquer du BUSD, c'est le stablecoin de Binance. On peut profiter de ça sans pour autant prendre de risques financiers. Et donc, je me suis dit que ce serait cool de vous faire une petite vidéo et de vous expliquer ça sur mon Instagram. Voilà, c'était Asher, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je suis resté compréhensible parce que c'est quand même complexe de vous expliquer autant de choses compliquées en utilisant des mots que vous connaissez déjà,
Je parle évidemment de façon très simpliste, alors qu'il y en a certains d'entre vous qui sont déjà bien formés. Et pour les plus débutants, ça peut paraître un petit peu compliqué quand même. Rien que adresse ERC20, échange décentralisé, Uniswap, ça peut faire peur. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis. Désolé si j'ai dit quelques bêtises. La finance décentralisée, c'est pas mon domaine d'expertise. Évidemment, moi, j'affectionne la blockchain. Je connais donc pas mal de choses dans la finance décentralisée. Mais la blockchain, c'est si large, on peut pas être expert partout. En attendant, là, quand j'ai vraiment compris comment ça marchait, je me devais de donner cette information à mes abonnés. Parce que je pense que, et là je le redirai une dernière fois, on a le droit de prendre des risques et d'aller farmer sur des plateformes du genre et espérer avoir des gros intérêts. Par contre, ceux qui payent l'addition, c'est toujours ceux qui y vont sans comprendre comment ça marche. Et ça m'embêterait vraiment. Ça me gênerait énormément et je m'en voudrais que certains de mes abonnés aillent sur ces plateformes sans comprendre ce qui se passe et que ce soit les dindons de la farce. Ça m'embêterait énormément. Du coup, je voulais vraiment essayer non pas de leur donner ce petit coup d'avance, mais pour ceux qui veulent faire ça, je pense que c'est important que de comprendre. Après, le risque, à vous de le prendre ou non, ça c'est votre responsabilité. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer les notifications. Vous pouvez également, si vous n'avez pas de compte Binance et que vous voulez bloquer de la crypto-monnaie et avoir des intérêts, vous pouvez prendre mon lien d'affiliation dans la description. Ça partage les frais. J'ai un kickback de 30% sur tous les frais que vous allez dépenser sur la plateforme. C'est Binance qui, au lieu de vous les prendre, me les donne. Mais Binance me permet également de vous rétrocéder certains frais. Et donc, vous aurez 20% de réduction sur tous les frais de la plateforme. C'est un gagnant-gagnant entre la personne qui vous invite, la personne que vous allez inviter vous, car vous aussi vous pourrez parrainer des gens ensuite, et la plateforme Binance qui décide de baisser ses frais pour les affiliés. Je vous rappelle que moi aussi j'essaye de me décentraliser et que mes vidéos ne sont pas seulement sur YouTube, elles sont également sur asher.com, au cas où un jour une plateforme ou une autre décide de m'interdire de publier des vidéos pour je ne sais quelle raison. On se retrouvera tous sur le site asher.com. Vous pouvez vous inscrire aux newsletters pour recevoir un email gratuitement dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort, et ou également le bloc-notes, qui est un petit papier que j'envoie qui vous permet de recevoir toutes les news incontournables des 2 dernières semaines de la blockchain. On le rédige gratuitement et on vous l'envoie gratuitement dans votre boîte mail si ça vous intéresse. Et il y a même une petite newsletter qui vous permet de rester en contact avec moi uniquement s'il y a un gros problème. Quand vous allez sur asher.com, newsletter, vous cliquez sur annonce importante ou privée uniquement. Et à ce moment-là, je me permettrai de vous envoyer un mail. Pas quand je fais une nouvelle vidéo, pas quand j'ai un nouveau bloc-notes, mais uniquement si par exemple Twitter me censure un jour ou YouTube coupe ma chaîne, par exemple. C'était Asher, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que j'approfondisse certains concepts et ce sera le sujet d'une prochaine vidéo sur ma chaîne. On se retrouve à très bientôt sur ma chaîne, au revoir.